Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup pour le comité d'organisation des journées pratiques interactives. Merci Khaled Bennini de cette invitation. Je suis toujours un grand plaisir d'être au Maroc et c'est avec grand plaisir que je partage avec vous notre expérience dans la prise en charge des épilepsies de l'enfant. Et là, c'est très important parce qu'il faut vraiment faire le diagnostic avant de commencer le traitement parce que le traitement antiépileptique peut être parfois un peu grave. Alors, je vais commencer par ce cas clinique. C'est Kram, un bébé de sexe féminin. Elle a fait une asphyxie néonatale. Et à l'âge de 3 mois, bien sûr, elle a fait des crises focales. Elle a été mise sous valproate parce qu'on évitait à ce moment-là de donner la carbamazépine. À l'âge de 4 mois, elle n'a pas bien évolué. Elle commence à avoir des spasmes avec une hypsarythmie. Un syndrome de West a été diagnostiqué. On a dû changer le traitement. On a ajouté le vigabatrin, le sabril et la corticothérapie. Et puis, on croyait que ça allait bien, mais à l'âge de 18 mois, elle a commencé à avoir des crises atoniques, des crises toniques, une absence atypique. C'est un syndrome de Lennox-Gastaut et hop, on doit changer le traitement. C'est pour vous dire que chez l'enfant, ce n'est absolument pas comme l'adulte. Il faut vraiment connaître les syndromes épileptiques et connaître que il faut repenser au diagnostic et réévaluer le traitement à chaque âge. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais parler des particularités du traitement de l'épilepsie de l'enfant. Quelles sont ces particularités qu'il faut prendre en considération quand on commence un traitement anti-crise chez ces enfants. Ensuite, parler bien sûr de la stratégie thérapeutique, comment optimiser le traitement anti-crise pour ces enfants et bien sûr de quelques situations un peu particulières actuellement. Alors, les particularités, il y a 3 particularités avant de commencer à traiter l'enfant. Il faut connaître qu'il y a des particularités qui concernent l'enfant. Bien sûr, c'est en cerveau en développement, le traitement et les crises épileptiques vont altérer le réseau neuronaux et peuvent entraîner des troubles du développement. Deuxième particularité, c'est une particularité médicale. N'oubliez jamais que chez l'enfant, les comorbidités seront beaucoup plus fréquentes chez l'adulte. Il y a la déficience intellectuelle qui est associée à une épilepsie. Quand on a une épilepsie précoce, d'une façon générale, il faut rechercher ces comorbidités, l'hyperkinésie, qu'il faut prendre en considération dans la décision thérapeutique. Particularité sociale, n'oubliez pas que les informations sont données par l'intermédiaire des parents. Donc, il y a toujours un intermédiaire et ça peut perturber. Moment aussi du développement de la personnalité à un âge un peu plus tardif, c'est-à-dire c'est le moment d'avoir des apprentissages scolaires, le moment du développement de la personnalité. Ne les perturbez pas avec des traitements qui ne sont pas adéquats. Particularité qui concerne l'épilepsie aussi. L'épilepsie de l'enfant, il est absolument pas la même chose que l'épilepsie de l'adulte. Il y a des types de crises qu'on ne voit pas chez l'adulte. Les spasmes épileptiques, c'est particulier. Il faut savoir les faire, les diagnostiquer et les traiter. Les crises atoniques aussi, elles sont pas fréquentes. Les crises séquentielles aussi. Syndrome épileptique, il y a des syndromes épileptiques qui sont spécifiques chez l'enfant. Il y a des syndromes âge-dépendants, comme notre enfant. Elle est passée d'un syndrome de Tahara, un syndrome de West et un syndrome de Lennox-Gastaut. Donc, on ne peut pas se fixer sur le premier diagnostic. Il faut toujours mettre en doute, avec l'âge, revoir votre diagnostic. Il y a aussi certains syndromes qui ont plusieurs types de crises épileptiques. Le syndrome de Lennox-Gastaut, vous avez les crises atoniques, les crises toniques, les absences atypiques. Comment on va jongler avec les traitements pour ne pas aggraver, pour agir sur un type de crise et ne pas aggraver un autre type de crise. Donc, ce sont tous ces éléments qu'il faut prendre en considération. Et bien sûr, il y a d'autres syndromes sans crise épileptique. Et l'exemple le plus typique, c'est le syndrome de Landy-Kleffner. Dans 25%, vous n'avez pas des crises épileptiques, mais on doit les traiter. Et bien sûr, il y a des étiologies particulières qu'on ne trouve pas chez l'adulte, le déficit, les maladies métaboliques, qu'il faut avoir toujours à l'esprit quand on a une épilepsie ou une crise épileptique chez l'enfant. Et bien sûr, il y a des particularités qui concernent les médicaments anti-crise. Nous avons beaucoup de médicaments qui sont utilisés hors AMM. On n'a pas beaucoup de travaux qui, malheureusement, les essais cliniques ne se font pas très souvent chez les enfants, surtout avant l'âge de 4 ans. Il y a aussi certaines thérapeutiques qui sont spécifiques chez l'enfant. La corticothérapie, les vitamines B6 et les immunoglobulines, elles sont bien données chez l'enfant, ils ne sont pas donnés chez l'adulte. Les effets des médicaments antiépileptiques sur le développement cognitif, et c'est un élément qu'il faut avoir toujours à l'esprit quand on met un traitement chez ces enfants. Particularité pharmaceutique aussi chez l'enfant, et ce sont des doses adaptées à l'âge, au poids de l'enfant. Il ne faut pas donner un rendez-vous très long parce qu'entre-temps,
le patient, l'enfant, il peut prendre du poids et vous allez avoir la récidive des crises. Donc, il faut avoir toutes ces particularités à l'esprit avant de commencer à mettre votre patient sous traitement. Mais aussi, avant de mettre votre patient sous traitement, il faut avoir un raisonnement. Sinon, on va se tromper. Il n'y a pas de problème. Avant de traiter, quelles sont les étapes qu'il faut obligatoirement faire? Premièrement, il faut déterminer les crises épileptiques, le type de crise épileptique. Il ne suffit pas de dire qu'il a une crise épileptique. D'accord, c'est un événement paroxystique. C'est une crise épileptique, mais quel type? Focale, généralisée. Et même, si on fait généralisé au focal, il faut connaître le mouvement. Le mouvement clonique, les crises cloniques et les crises atoniques et les crises toniques ne sont pas traitées de la même façon. Donc on peut parfois, quand on diagnostique pas le type de mouvement, on va dire que c'est une crise atonique alors que c'est un spasme, on peut aggraver le patient, on peut ne pas l'améliorer. Bien sûr, dès le départ, il faut penser à l'étiologie. N'oubliez pas, chez l'enfant, l'étiologie est très importante. Deuxième étape, c'est une crise épileptique, il faut être sûr que c'est une épilepsie. N'oubliez pas qu'il y a des épilepsies qui associent plusieurs types de crises. Le syndrome de Lennox-Gastaut est l'exemple. Et dans ce cas, il faut ajuster votre traitement pour ne pas donner un traitement qui va aggraver la deuxième crise épileptique. Un syndrome électroclinique, c'est important de le déterminer. Et c'est possible chez l'enfant dans plus de 50% des cas dès les premiers mois. Pourquoi? Parce qu'il y a des traitements spécifiques, il y a des protocoles spécifiques. Le syndrome de West, on ne va pas s'amuser à commencer avec la dépakine. Syndrome de West, hop, il faut le mettre sous vigabatrin ou corticothérapie. Donc, on a des protocoles bien spécifiques. Et bien sûr, les étiologies. N'oubliez jamais que l'étiologie doit se faire à chaque niveau des étapes diagnostiques. Pourquoi? Parce que maintenant, quand on fait l'étiologie, il y a des syndromes étiologiquement spécifiques avec un traitement qui est personnalisé. Bien sûr, chez l'enfant, obligatoirement, les comorbidités. Il faut les prendre en considération, sinon vous allez aggraver votre patient. C'est après toutes ces étapes qui ne durent pas longtemps quand on les fait de façon systématique, quand on les répète. Toutes ces étapes, c'est après ces étapes qu'on va traiter. Il ne faut pas se jeter sur l'ordonnance dès la première crise épileptique. Chez l'enfant, on a le temps de réfléchir. D'accord? Donc, la question qui se pose maintenant, on a fait le diagnostic de crise, traiter ou ne pas traiter. On ne traite qu'une épilepsie confirmée. Avec la définition de l'ELAE, c'est-à-dire deux crises épileptiques séparées de 24 heures, une crise épileptique avec un risque supérieur à 60, de récidive supérieur à 60%, et bien sûr, un syndrome épileptique. Il n'y a pas de traitement préventif, sauf dans le cas de Sturge-Weber ou dans le cas de sclérose tubereuse de Bourneville, où maintenant, on a la possibilité de commencer un traitement avant même l'apparition des crises épileptiques parce qu'on peut améliorer notre enfant. On ne traite pas un EG, mais n'oubliez pas, chez l'enfant, il y a les syndromes de Landau-Kleffner. 25%, vous n'avez pas de crise épileptique, mais on traite ces patients. Et bien sûr, le traitement épileptique ne doit pas coûte que coûte chez l'enfant. Il faut savoir que prendre la qualité de vie de cet enfant, somnolence, cognitif, etc., le développement, et que l'environnement de l'enfant, il est beaucoup plus protégé. Moi, chez les enfants qui ne vont pas à l'école, je suis toujours tranquille, parce que je sais que les parents, ils vont les surveiller. Donc, je peux prendre mon temps avant de commencer et être sûr de mon diagnostic avant de commencer mon traitement. Comment je vais initier le traitement? Bien sûr, ça dépend du syndrome épileptique. Je vais décider est-ce que je vais traiter ou non. De la fréquence des crises épileptiques, bien sûr. S'il fait une crise par an, franchement, c'est pas la peine de le traiter. Du moment de survenue des crises nocturnes ou diurnes, moi, les crises nocturnes, je suis un peu perturbée parce que le risque de SUDEP est très important. Et bien sûr, du désir de l'enfant et des parents. Il faut vraiment expliquer aux patients. Et bien sûr, c'est un contrat entre médecin et patient. Très important. Il faut expliquer aux parents pourquoi vous allez traiter. Ce qu'on attend du traitement, d'une façon générale pour l'enfant, ça surtout dans les syndromes épileptiques, les encéphalopathies épileptiques, l'objectif de ce traitement, c'est de ne pas arrêter les crises. Mais il faut l'expliquer aux parents. Pour nous, c'est vraiment diminuer la fréquence des crises. Et ça, c'est un élément très important pour l'observance du traitement. Si les parents s'attendent à ce que l'enfant n'a plus de crise, là, le contrat n'est pas bien établi. Et puis, il faut expliquer que c'est un traitement qui n'est pas de 3 mois.
Vous n'allez pas lui donner, Tati, une ordonnance de 3 mois et vous le lâchez dans la nature. Il faut expliquer que c'est traitement à long cours. Bien sûr, il faut expliquer les effets secondaires. Si vous n'expliquez pas les effets secondaires au patient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va somnoler un peu, la maman, elle va arrêter le traitement et vous ne pouvez jamais le remettre sous traitement. Donc, il faut, tous ces éléments sont très importants avant de démarrer votre traitement anti-crise épileptique. Traiter après la première crise n'est pas formel. C'est vraiment pas formel. Pourquoi? Parce que le risque immédiat de récurrence, le pronostic à long terme est peu modifié. Donc, on peut attendre la deuxième et la troisième crise épileptique. C'est pas grave dans certains syndromes. Il faut évaluer le risque de récidive. Il doit être supérieur à 60%. Et chez l'enfant, c'est la même chose que chez l'adulte. C'est-à-dire que on doit avoir des anomalies à l'examen. Si on a des anomalies à l'EEG, les anomalies intercritiques de l'EEG chez l'enfant, le risque de récidive sur 10 ans, c'est 68%. Donc là, on a des anomalies de l'IRM, mais il faut que les anomalies soient concordantes avec le type de crise épileptique. Donc ici, les crises nocturnes aussi, ils sont reconnus comme étant le risque de récidive est un peu plus élevé. Bien sûr, la décision elle est variable en fonction du syndrome. Regardez, si on a des crises peu fréquentes, le PCT par exemple, je ne suis absolument pas obligée de le traiter, je peux attendre. Je peux discuter avec les parents, je peux donner des conseils. Les crises fréquentes, l'épilepsie absence, il faut les traiter rapidement, sinon vous allez avoir des troubles des apprentissages scolaires et l'enfant. Vous savez que l'absence avant le traitement, elle donnait une déficience intellectuelle. Donc, il faut vraiment traiter dès que le diagnostic soit fait. Bien sûr, dans certains syndromes, les encéphalopathies développementales et épileptiques, ça, c'est une urgence thérapeutique. Il ne faut pas discuter, il ne faut pas réfléchir. C'est une urgence thérapeutique, surtout dans les spasmes. Si vous décidez de ne pas traiter, c'est votre choix, mais il faut évaluer le risque. N'oubliez jamais que le risque de morbidité, le pronostic cognitif n'est pas très engagé avec certains épilepsies bénignes, et donc il faut voir. Certaines crises peuvent causer des traumatismes graves. S'il y a une crise tonico-clonique et il va traverser la chaussée, il peut avoir un accident de la voie publique et ça peut être mortel. Donc il faut vraiment évaluer tous ces éléments. Le risque de mortalité, n'oubliez pas le SUDEP aussi, il est assez fréquent, surtout dans les crises nocturnes et dans les crises généralisées tonico-cloniques. Donc prenez en considération, faites une balance, prenez en considération tous ces éléments avant de décider de le mettre ou de ne pas le mettre sous traitement. Chez les nourrissons, la décision elle est un peu plus différente. Pourquoi? Parce que il y a des syndromes épileptiques qui sont très fréquents, il y a des causes génétiques qui sont fréquentes, il y a les conséquences sur le développement qui sont un peu plus graves, et chez les recommandations, ils ne sont pas vraiment très très claires. Alors, qui va traiter? Vous pouvez, dans certains syndromes, par exemple l'épilepsie absence, en première ligne, vous pouvez commencer la première monothérapie. Vous savez que c'est la dépakine et c'est fini. Mais s'il y a un échec, c'est vraiment, il faut passer la main au deuxième ou troisième niveau. Quand traiter, là, le plus rapidement, surtout quand vous avez un syndrome épileptique. Dans certains syndromes épileptiques, il faut, quand le risque est supérieur à 60%, il faut vraiment traiter. Comment traiter? Pour les encéphalopathies épileptiques, par exemple, là, il faut vraiment commencer traiter de façon assez, si on peut dire, sévère, si on peut dire, assez stricte. Pourquoi? Parce que les conséquences peuvent être très importantes et ça, c'est un travail de troisième et de quatrième niveau. Avec quelle molécule et combien de traitements, pas de recommandation, c'est vraiment en fonction des syndromes. Donc, chez le nourrisson, le raisonnement doit être un peu différent, un peu plus délicat. Quels médicaments maintenant? Nous avons fait notre diagnostic, nous avons connu notre type de crise, notre syndrome épileptique ou l'étiologie qui en est cause. Quels médicaments va-t-on chercher? Vous savez, maintenant, on a 30 médicaments, excusez-moi. On a plus de 30 médicaments anti-crise. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas la formule de Panoramix. On n'a pas la formule magique. Il faut vraiment penser et raisonner. Raisonner, bien sûr, sur l'efficacité du médicament. Est-ce que ce médicament, il est efficace sur le type de crise et sur le type de syndrome ou non? Sa tolérance, les effets indésirables. Moi, je n'aime pas le lévétiracétam malgré que c'est un excellent médicament. Pourquoi? Parce qu'il entraîne des troubles cognitifs qui parfois sont assez perturbants pour l'enfant. Donc, les effets indésirables, le vénobarbitane n'est pas un médicament de choix pour les enfants. Malgré qu'il est efficace, mais c'est pas un médicament de choix pour le nourrisson. Les effets aggravants aussi, n'oubliez jamais ça. La comorbidité, donc il faut jongler. Les médicaments associés, si l'enfant prend d'autres médicaments, il ne faut pas avoir des interactions. La disponibilité du médicament, il
faut pas harceler les parents et les rendre des martyrs en essayant de trouver le médicament ailleurs. Bien sûr, l'âge et le sexe du patient doit être aussi pris en considération, on peut le voir. C'est-à-dire quand on décide de traiter, à la limite, si je suis tranquille, mais si on décide de traiter, il faut jongler avec tous ces éléments pour essayer d'avoir un équilibre le plus stable possible. Alors, en pratique clinique et en fonction du type de crise, d'une façon générale, quand c'est une crise focale, c'est l'oxacarbamazépine. Je ne sais pas si vous l'avez, nous on l'a pas. On commence avec la carbamazépine, la motrigine, lévétiracétam, le valproate, la motrigine pour les crises généralisées tonico-cloniques. L'absence, c'est l'autosuccimide et le valproate. L'absence myoclonique, c'est le valproate. Les spasmes infantiles, c'est bien sûr la CTRH et le vigabatrin. Et c'est dépend en fonction de l'étiologie, on va le voir. Et bien sûr, on peut aussi associer le vigabatrin et les corticothérapies, mais ça, ce sont des exemples les plus fréquents et les plus simples. Mais en pratique clinique, et vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est vraiment, il faut vraiment raisonner, il faut avoir cette démarche systématisée si on va, sinon on va se perdre. Chez le nouveau-né, c'est un peu particulier. Pourquoi? D'une façon générale, et ça selon les recommandations de la Ligue, dès que vous faites le diagnostic, c'est le phénobarbital. Je sais que vous avez le lévétiracétam. Chez nous, on a switché vers le lévétiracétam. Mais qu'on le veuille ou non, le phénobarbital reste le meilleur traitement. Et bien sûr, dans certains cas où on pense qu'il s'agit d'une étiologie avec mutation des canaux soniques, dans ce cas, on peut utiliser la carbamazépine et la phénitoïne. Vous connaissez, nous, quand j'ai fait ma résidence, et quand j'étais au début de l'épileptologie, je savais que je donnais toujours le dogme. Jamais de carbamazépine avant l'âge de 4 mois. Pourquoi? Parce que ça favorise l'apparition des spasmes. Maintenant, non. Dans la période néonatale, si on a des crises toniques et si on suspecte des anomalies génétiques telles que la mutation QCQ-N2, c'est vraiment la carbamazépine qu'il faut donner. Effet indésirable, l'âge dépendant, n'oubliez pas que le phénobarbital qui est sédatif chez l'adulte, il donne une hyperkinésie chez l'enfant. Il y a les troubles de l'attention et du comportement avec le valproate. Il y a l'atteinte hépatique avec le valproate, surtout en polythérapie. Il y a aussi le topiramate qui entraîne des troubles du langage. Donc, ne le donnez jamais chez des enfants qui ont déjà un retard du langage. Il y a, avec le falbamate, mais peu d'aplasie médulaire. Et bien sûr, l'effet des médicaments anticrise sur le trouble cognitif, sur le développement cognitif. Le phénobarbital n'est pas le meilleur médicament chez les enfants en âge scolaire. D'accord? Donc, il faut utiliser les médicaments les moins impliqués, une titration lente et favoriser la monothérapie. Se méfier des effets aggravants. Le vigabatrin, la carbamazépine, la phénitoïne, le gabapentine aggravent les absences et les myoclonies. Et vous pouvez avoir même des spasmes qui vont apparaître après un traitement par la carbamazépine pour des crises qui ne sont pas adaptées. Donc, n'oubliez jamais ça. Le meilleur exemple, c'est l'EPCT. C'est un enfant qui avait un EPCT. Je l'ai mis sous carbamazépine avant et regardez comment il a développé un syndrome de pointe-tente continue du sommeil avec des troubles des apprentissages scolaires et une régression scolaire. Donc, évitez, toujours surveiller ces effets aggravants des médicaments. Ne dites pas que c'est une crise focale, le meilleur traitement c'est la carbamazépine. Oui, d'accord, mais dans certains syndromes, il y a des effets aggravants de cette molécule qui est bien impliquée, bien indiquée dans le cas de type de crise épileptique. Parfois, et chez les pédiatres et pour les pédiatres et pour les neuropédiatres, c'est quelque chose qu'il faut avoir toujours à l'esprit. Parfois, les médicaments anti-crise ne sont pas efficaces. C'est l'exemple de cette petite fille âgée actuellement de 7 ans. À l'âge de 8 mois, elle a commencé à avoir un syndrome de West avec spasme et psyarythmie. On l'a mis sous vigabatrin et corticothérapie, mais malheureusement, l'évolution n'a pas été bonne et regardez que le EEG ne s'est pas amélioré. C'est à l'âge de 1 an. Parce que quand elle est venue à l'âge de 8 mois, elle avait le henna. Elle a fait dans ses cheveux le henné. Et les cheveux étaient rouges. Il a fallu qu'elle revienne à l'âge de 1 an, le henné, elle est partie et on se rend compte qu'elle avait des cheveux clairs et le diagnostic de phénylcétonurie a été retenu, mis sous régime approprié à la phénylcétonurie. Regardez son EEG qui s'améliore, qui devient normal. Actuellement, elle est scolarisée avec quelques troubles scolaires, d'accord, mais quand même, ce n'est pas une encéphalopathie. Donc, toujours penser aux épilepsies traitables, la péridotixénodépendance, les convulsions au phosphate, le déficit en GLUT1, c'est le régime cétogène, ce n'est pas les autres médicaments, le déficit en biodiétinase.
toutes ces maladies traitables, métaboliques ou déficit vitaminique, vous devez les avoir en tête avant de mettre votre médicament anti-crise. Il faut penser aussi au syndrome plus que les crises. Parfois, on a des crises d'absence. Mais les absences, elles peuvent être atypiques, elles peuvent être typiques, elles peuvent être précoces et associées à d'autres types. On ne traite pas de la même façon une absence typique avec une absence atypique, c'est pas la même chose. On ne traite pas quand on a des absences précoces, il faut penser au déficit de GLUT1. Donc c'est pas la dépakine, c'est le régime cétonène. Quand on a des absences qui sont associées avec les crises généralisées et les myoclonies, l'étosuccimide, il est efficace sur les absences, mais il n'agit pas sur les crises généralisées. Donc ce n'est pas le meilleur traitement. La lamotrigine, elle est efficace sur les absences, mais elle peut aggraver les myoclonies dans l'épilepsie myoclonique juvénile. Donc, dans certains cas, c'est pas le type de crise. Il faut avoir vraiment le syndrome. Et bien sûr, on peut avoir des absences atypiques avec des crises focales. Donc, évitez la carbamazépine. Pourquoi? Parce que vous allez traiter les crises focales, mais vous allez aggraver les absences atypiques chez cet enfant. Donc, voilà la stratégie. Qu'est-ce qu'il faut? Comment il faut raisonner pour commencer le traitement? Mais là, je vais parler un peu de situation. Est-ce que j'ai encore le temps? 3 minutes, ça va. Bien sûr, je ne passe jamais à côté des spasmes des épileptiques du nourrisson. Pourquoi? Parce que c'est une urgence thérapeutique. Mais il faut savoir que les syndromes des spasmes épileptiques, que ce soit le syndrome de West ou le syndrome des spasmes épileptiques, c'est exactement la même conduite à tenir. Il faut penser à l'étiologie. Très important. Quand on a des maladies métaboliques, il faut traiter le déficit vitaminique ou la maladie métabolique. Si vous avez une mutation génétique, ça, c'est le traitement de précision. CDKL5, c'est le galaxone maintenant. Mutation en QC et Q2, c'est la carbamazépine. Sclérose tubereuse de Bournonville, commencez le traitement avant l'apparition des crises épileptiques. Malformation corticale, c'est la chirurgie, c'est pas le traitement. D'accord? Donc, le traitement doit être raisonné en fonction de l'étiologie dans certains syndromes. Mais de toutes les façons, voici le schéma thérapeutique qu'on a chez nous. Là, on commence. Si c'est une sclérose tubereuse, c'est le vigabatrin. On n'attend pas la semaine ni les 15 jours. C'est 72 heures. Sinon, on augmente à 150 mg. S'il y a amélioration continuée, pas d'amélioration corticoïde. Si c'est une maladie traitable, bien sûr, ou bien qu'elle soit structurelle ou métabolique, il faut l'adapter. Et bien sûr, dans les autres étiologies, nous, on fait un travail. Un groupe avec valproate et un groupe avec corticothérapie, mais quand il y a des maladies structurelles, on préfère la corticothérapie, on a remarqué que c'est beaucoup plus efficace. Et actuellement, on est en train de switcher vers l'association vigabatrin avec corticothérapie dès la première consultation. De toutes les façons, quel que soit le protocole que vous allez choisir, n'attendez pas les 7 jours, 15 jours, il faut raisonner rapidement et surtout, n'oubliez jamais que c'est un traitement urgent. Le traitement doit se faire dans les 7 jours, pas dans les 3 mois, pas dans un mois. 7 jours de l'aider. Donc, il faut avoir toujours à l'esprit, chez les enfants entre 3 et 5, 6 mois, tout mouvement anormal, pour moi, c'est un spasme, jusqu'à preuve du contraire. Tout retard ou régression du développement, c'est un spasme, jusqu'à preuve du contraire. Et là, le EG, il est facile chez nous, et donc le traitement. Pourquoi? Parce que avec le traitement, si le traitement se fait rapidement, le pronostic cognitif, il est meilleur. Déterminer l'étiologie est aussi très important. Là, si vous avez un spasme, un spasme focal, n'oubliez jamais qu'on peut avoir une dysplasie. Et là, le meilleur traitement, c'est la chirurgie. D'accord? Il faut adapter votre traitement. Si vous avez une crise tonique, focale tonique néonatale, c'est possible que ce soit une épilepsie bénigne néonatale, mais c'est possible aussi que ce soit un déficit en QC MQ2. Et dans ce cas, c'est la carbamazépine qui va entraîner une résolution des crises épileptiques. Donc, la détermination de l'étiologie, comme je l'ai mis dans la démarche, est un élément très important. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant les traitements personnalisés, qu'il ne faut jamais oublier. Il y a maintenant beaucoup, et la liste va devenir encore beaucoup plus, avec l'amélioration de la génétique, la liste, elle va devenir un peu plus fréquente. Et on doit avoir ces possibilités à l'esprit. Si on peut pas les prendre en charge, il faut les référer aux spécialistes, mais il faut faire ce diagnostic. Si vous voyez qu'il a une dysplasie, il faut l'envoyer au neurochirurgien. S'il a un problème de déficit ou une maladie génique, il faut l'adresser aux spécialistes. L'absence, une information. Pourquoi? Parce qu'il y a actuellement, vous savez que le Zaranta est le meilleur, suivi par le valproate et l'étosuccimide, mais que le valproate, il a quelques complications.
Ça, c'est la succession la décision thérapeutique. Mais actuellement, il y a quelques années, depuis 2023, il y a la femme et l'homme en âge de procréation. Ce n'est plus la femme seulement maintenant. Il y a une discussion avec l'homme qui est soumis au traitement. Micro. Shahnaz, micro. Alors, chez nous, on donne encore la valproate. Je ne sais pas chez vous, mais on peut le discuter tout à l'heure. Et bien sûr, n'oubliez pas la chirurgie, la stimulation du nerf vague, les neuromodulations. Tout ça, ce sont des essais thérapeutiques. Enfin, c'est des décisions thérapeutiques qu'il faut prendre en fonction de l'étiologie et en fonction de notre syndrome épileptique. Et je vous remercie de votre attention.